Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonjour. Le voyage même écourté du président égyptien El-Sadat à Moscou annonce-t-il une nouvelle crise au Proche-Orient? Les avis sont partagés devant le casse-tête israélo-arabe. Toutes les capitales, en tout cas, cherchent à comprendre les mystères qui ont entouré la publication du communiqué plutôt ambigu qui a suivi les discussions du Kremlin. La première version de l'agence du Moyen-Orient retentissait comme un coup de canon. Elle annonçait que Moscou était d'accord pour que, avec les Égyptiens, soient utilisés, je cite, d'autres moyens que les moyens politiques pour récupérer les territoires usurpés par Israël. Quelques minutes plus tard, un nouveau texte indiquait après correction que les Arabes avaient le droit d'utiliser divers moyens pour récupérer leur territoire. Ce qui change tout, la guerre n'apparaît plus comme la seule solution, il y en a d'autres à rechercher. Certains ont conclu que M. Léonid Brejnev n'est pas prêt à se laisser lier les mains au Proche-Orient à 3 semaines à peine avant la visite du président Nixon à Moscou. Demain, le président El-Sadat prononcera un important discours à Alexandrie à l'occasion du 1er mai. Il devrait dissiper un certain nombre de mystères et de malentendus. C'est ce matin la seule information de l'étranger. En France, une fin de semaine calme sur le plan politique, après le référendum, après la publication des rapports de l'Assemblée nationale et du Sénat sur l'ORTF, rapports auxquels le Premier ministre, M. Chaban-Delmas, devrait répondre le 12 ou le 19 mai à l'Assemblée nationale. Vous avez assisté hier en direct dans Télésoir au premier but marqué par les Allemands de l'Ouest. Ils en ont marqué 2 autres à Wembley, leur incontestable victoire par 3-1 sur les Anglais fait de l'Allemagne de l'Ouest l'une des meilleures équipes du monde et peut-être même la meilleure. Michel Drucker. Voici le premier but marqué par l'Allemagne à la 26e minute par le jeune Hoeneß qui surprend Gordon Banks d'un tir soudain déclenché de très près. Le voici. Hoeneß, 20 ans, idole de toute l'Allemagne, venait de battre le vétéran du match, Gordon Banks, à 34 ans. Revoyons ce but au ralenti et vous allez voir que Bobby Moore, le capitaine de l'équipe d'Angleterre, fait une faute. Regardez, Bobby Moore est en possession de la balle, il veut dribbler, il donne derrière lui à Müller qui intercepte, resserre derrière à Held qui donne à Hoeneß et c'est le but. C'est le score à la mi-temps. Deuxième mi-temps, la bataille fait rage, les Anglais essaient d'égaliser et ils vont obtenir cette égalisation ici à la 77e minute. Colin Bell, ici le capitaine de Manchester City, tire, Mayer a relâché, Francis Lee, également de Manchester City, était bien placé pour pousser la balle au fond des filets, Colin Bell se blessant sur cette action. Nous allons revoir ce but. Bien lancé par Paul Medley, tir de Bell. Mayer relâche, ce sera la seule faute du gardien allemand au cours de cette rencontre passionnante et Lee est bien placé. Un but partout, 77e minute. 85e minute, le tournant du match. Penalty en faveur de l'Allemagne sur cette faute de Bobby Moore qui fauche Held à l'intérieur des 16 mètres. Monsieur Eliès, l'arbitre français, vous le voyez, indique immédiatement le point de penalty qui sera contesté par ici Hughes de Liverpool. Regardons le ralenti. Il joue la balle, Bobby Moore, sur la première action, mais regardez, c'est le pied gauche de Held qui est soulevé irrégulièrement, penalty indiscutable. Et regardez bien comment Netzer, Günther Netzer, le stratège de Mönchengladbach, que vous avez vu récemment au cours du match Inter-Mönchengladbach, regardez, Netzer a l'une des frappes de balle les plus redoutées de toute l'Allemagne, de tous les gardiens de but allemands, et il va manquer ici son penalty, qui ne va pas d'ailleurs empêcher l'Allemagne de prendre l'avantage, car Banks est particulièrement malchanceux. Regardez. Gordon Banks, gardien de Stoke City, que vous reverrez samedi prochain en finale de la Coupe d'Angleterre, a été malchanceux. Regardez, il lâche la balle. Il était pourtant bien placé. Banks qui disputa les demi-finales de la Coupe d'Angleterre, plus exactement contre Arsenal, et qui s'est incliné devant les attaquants d'Arsenal que vous reverrez contre Leeds. Troisième but de la rencontre, encore une erreur de Banks. Il a donné à Hughes qui est épuisé. Il s'est fait subtiliser la balle par Held. Hoeneß, encore lui, bon dribble d'Hoeneß qui donne derrière lui à Müller. Regardez cette action superbe, tir immédiat de Müller qui fut le meilleur buteur de la dernière Coupe du Monde. 3-1, c'est le score final. Nous allons revoir ce but au ralenti, c'est un modèle du genre. Regardez Hoeneß qui n'a que 20 ans mais déjà une expérience de vieux briscard. Il donne derrière lui à Müller, tir instantané à quelques 12 mètres des buts. Banks s'est battu
3-1, 6 ans après sa défaite en finale de la Coupe du Monde, défaite subie sur cette même pelouse de Wembley, l'Allemagne a pris une éclatante revanche. Un handicap de taille avant la revanche fixée au 13 mai à Berlin-Ouest devant le public allemand. Aujourd'hui, toujours pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe des Nations, la Yougoslavie reçoit l'Union soviétique. D'autres résultats, hier à Milan, Italie 0, Belgique 0, à Budapest, Hongrie 1, Roumanie 1. Même si ce n'est pas encore le grand réveil, les basketteurs français ont eu leur revanche. Hier au Touquet, ils ont battu les Hongrois qui les avaient dominés la veille à Rouen et d'un seul point. Et pourtant, au Palais des Sports du Touquet, à la mi-temps, rien n'est encore joué. Le score vous l'indique, un seul point en faveur des Français, qui passent pourtant à l'offensive par Gilles, Bonato, Stellins. Et finalement, vous allez le voir, c'est le nouveau géant de l'équipe de France, Jean-Pierre Duquesnoy, 2,12 m, transfuge du rugby, qui va utiliser ses moyens physiques pour porter la marque à 40-37. Durant cette deuxième mi-temps, les Français ne cesseront de se battre. Ici, à 8 minutes de la fin, sur la contre-attaque, Gilles transmet à Pierre Gall qui aggrave le score, 71-63, après que les Hongrois aient mené 51-48. Les 30 dernières secondes du match que nous voyons ne changeront rien au résultat, malgré un panier du Hongrois Salgo. Mais elle nous permet de vous dire que l'équipe de France est retrouvée pendant ces 40 minutes. L'adresse d'Alain Gilles, 23 points marqués, de Jean-Claude Bonato, 22 points, la maîtrise de Pierre Gall, la présence physique de Duquesnoy, alliée au désir général de vaincre, devraient donner de bons résultats lors du prochain tournoi pré-olympique d'Arnhem, où l'équipe de France rencontrera le Danemark, l'Italie et la Grèce. Il semble que les conseils de l'entraîneur Joé Jeunet et le stage préparatoire aient été profitables aux tricolores, qui remportent cette rencontre par 75-65. La ville pour l'homme et non plus l'homme écrasé, exploité par et pour la ville. Tel est le souci de la Fédération mondiale des villes jumelées qui cherche à sensibiliser les jeunes aux problèmes de l'urbanisation, de l'environnement et de la lutte contre toutes les pollutions. Pourquoi des villes jumelées? Eh bien, M. Jean-Marie Bressan, délégué général de la Fédération mondiale, répond ici à Jean-François Luciani. Il y a dans le monde 3 à 4 000 villes jumelées. Toutes n'ont pas été jumelées par notre fédération, mais le mouvement se développe à l'heure actuelle dans le monde entier. Quel est le but même de votre existence, si ce n'est d'organiser quelques manifestations que certains jugent folkloriques? Oui, c'était les critiques du départ. Je crois que ces critiques de folklore et de dépenser l'argent de la commune ont disparu depuis pas mal de temps. L'organisation sert d'une part à donner une doctrine au jumelage. Le jumelage est un néologisme. Ça peut donner lieu à toutes sortes de choses, y compris à du folklore, mais aussi à d'autres choses. Mais je crois que l'essentiel, c'est d'une part donner une certaine doctrine, permettre à des villes de multiplier les activités dans tous les domaines et tous azimuts, et d'autre part, alors c'est là la fonction essentielle, c'est rassembler toutes ces villes pour leur permettre non plus de coopérer 2 à 2, mais une coopération multilatérale entre toutes. Le temps gris et pluvieux pour un 1er mai, un temps qui n'a tout de même pas empêché d'aller chercher à la campagne ce que les villes ne peuvent plus offrir. C'est d'une façon générale la saison du retour à la terre. Jean-Paul Sauté suggère quelques conseils à ceux d'entre vous, vous êtes nombreux, et qui sont des jardiniers amateurs. Nous avons hésité avant de l'affirmer, mais cela ne fait désormais aucun doute. Nous sommes au printemps, c'est pourquoi nous n'attendrons plus une seule minute l'occasion de vous rappeler ce qui se fait d'habitude au printemps en matière de jardinage, bien entendu. Fin avril, début mai, pensez au gazon. La terre ayant été bêchée, retournée en novembre ou en mars dernier, vous casserez les mottes de terre, arracherez les mauvaises herbes, le tout à la griffe de façon à ameublir le sol avant de le ratisser. À ce stade, le sol est pratiquement prêt. Enrichissez-le par un apport d'engrais 150 grammes au mètre carré sur un sol pauvre, la moitié moins sur un sol riche. Important, vous répandrez l'engrais en croisant. Mélangez à la griffe et attendez un jour ou deux la dissolution, mais ce n'est là qu'un conseil de puriste. Un dernier coup de râteau et vous semez votre gazon.
Selon la nature de votre terrain, choisissez le mélange le plus approprié. Dans le doute, n'hésitez pas à faire analyser votre sol. Il ne vous en coûtera guère plus de 50 francs. En matière de gazon, c'est un bon placement. N'oubliez pas de semer en croisant, de manière dense et régulière. Enterrez les graines au râteau et passez le rouleau. Le roulage est très important. N'oubliez pas de croiser. Arroser et patienter 3 à 4 semaines avant de tondre et de rouler à nouveau. Rouler, tondre, 2 impératifs. Notez qu'il existe aujourd'hui des produits réducteurs de croissance qui limitent le nombre des tontes et votre fatigue. Les fleurs. Fin avril, début mai, vous semez directement et aussi facilement que le montrent nos images les fleurs en place. N'hésitez pas à dessiner des taches de couleurs, variétés, hauteurs différentes. 20 à 30 espèces de fleurs se sèment en place, les roses d'Inde, les œillets d'Inde, les géraniums, les plantes aromatiques par exemple. Vous pouvez cependant semer vos fleurs de façon classique en de traditionnelles plates-bandes. Pour cela, notons l'apparition en France d'une nouveauté, la graine au mètre. Le ruban, vous le voyez, contient ce qu'il faut, là où il faut, et sa matière organique disparaît dès l'arrosage. Pour ce qui concerne les autres fleurs, celles que vous repiquerez 1 ou 2 fois, vous pratiquerez le semis en terrine sur une terre riche et tassée. Semez, recouvrez de terreau une couche mince de 1 à 2 cm et tassez encore, puis arrosez. Dans un mois, vous repiquerez œillet de Chine ou reine marguerite en pleine terre. D'une manière générale, sachez que la culture des fleurs est un art délicat mais facile à pratiquer, un art qui demande un peu de soin, beaucoup de présence et beaucoup d'attention. Le jardin a 2 ennemis, la mauvaise herbe et la sécheresse. Fin avril, début mai, vous pourrez enfin planter des arbres et des arbustes, tous les arbustes en container que vous trouverez chez votre pépiniériste. Les rosiers notamment. Vous planterez aussi des buissons ardents, des thuyas et autres petits conifères, des pruniers, des rhododendrons et des azalées. Au fond d'un trou de 30 à 40 cm de diamètre et de 30 cm de profondeur, n'oubliez pas de déposer un mélange de bonne terre et d'engrais. Comblez et tassez, et n'oubliez pas la petite cuvette pour l'arrosage. Arrosez et surtout, bon courage. Voilà à tous de la détente, de la bonne humeur, bref, un agréable après-midi. À ce soir.